Je m'appelle Edward, je suis né et j'ai grandi dans une ville ordinaire où je n'ai jamais entendu parler d'expériences secrètes et de conspirateurs. Mais un jour, toutes mes anciennes convictions sur la justice et la raison dans le monde se sont effondrées lorsque j'ai découvert par hasard que la CIA menait des expériences sur des personnes en essayant de les entraîner à lire dans les pensées. Je n'avais que 27 ans lorsque cette information est entrée dans ma vie, par le biais de contacts aléatoires, de documents trouvés et de conversations avec d'anciens employés. Plus j'approfondissais la question, plus j'étais secoué par la peur et le dégoût. Pour commencer, j'ai travaillé comme petit assistant analyste dans l'un des centres de recherche non gouvernementaux. Mais les tâches consistaient à étudier divers documents sur des projets de neurophysiologie. Nous étudions l'activité cérébrale, essayant de comprendre comment les neurones encodent nos pensées intérieures. J'étais convaincu que tout cela avait des objectifs pacifiques: aider les patients paralysés, renforcer le lien entre la machine et le cerveau. Cependant, après avoir fouillé dans une montagne de documents, je suis tombé sur des fichiers étranges qui avaient été accidentellement rendus publics par un employé qui n'avait pas suivi le cryptage. D'un coup d'œil rapide, j'ai vu le titre « Pulse Protocol for Mind Reading », protocole d'impulsion pour la lecture de l'esprit, et la mention « Confidential », division de la CIA Experimental Branch. J'ai réfléchi brièvement avant de commencer à copier ces fichiers dans mon dossier. Je sentais que je m'engageais dans quelque chose de risqué, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une idée me rongeait. Et si le gouvernement développait secrètement un moyen de lire dans les pensées des gens ordinaires et de s'en servir pour faire avancer ses plans? À ce stade, l'histoire semblait déjà effrayante, mais la vérité s'est révélée encore plus glaçante. Le soir même, à la maison, j'ai essayé d'ouvrir ces fichiers qui nécessitaient un mot de passe. J'ai dû user de quelques astuces pour contourner les défenses. Finalement, un document texte s'est ouvert. Il contenait un rapport détaillé sur un certain projet appelé Oniro, qui décrivait des expériences sur des volontaires auxquels on avait implanté chirurgicalement des puces spéciales dans le cerveau pour reconnaître l'activité de la pensée. Les auteurs, deux scientifiques appelés M. Downing et R. Grant, soulignaient qu'il s'agissait de l'avenir de l'intelligence et que tous les coups étaient justifiés. J'ai commencé à lire l'intégralité du document. La nuit a passé et je ne me suis même pas couché. J'étais tellement scandalisé par ce que j'avais appris que j'en ai perdu le sommeil. Il s'est avéré que le projet existait depuis le début des années 2000 et que la CIA y avait associé quelques laboratoires universitaires sous couvert de recherche neurophysiologique. Mais le véritable objectif était plus sombre: accéder aux pensées d'une personne en temps réel, en utilisant des impulsions électroniques captant les signaux du cortex cérébral. Lorsque j'ai pris connaissance des résultats des premières expériences, un frisson m'a parcouru. J'ai vu des références à des effets indésirables graves. Les volontaires se plaignaient de maux de tête, d'hallucinations, non seulement visuelles, mais aussi auditives. Dans un premier temps, les médecins ont considéré qu'il s'agissait d'une adaptation de l'implant. Mais plus ils avançaient, plus l'état des personnes s'aggravait. Le plus inquiétant est que les sujets ne parviennent plus à distinguer leurs propres pensées de celles des autres, comme si l'implant captait tout. Les textes des documents disent « Le sujet 7 a commencé à se plaindre de chuchotements constants qui ne se référaient à aucune des personnes présentes, de distorsion de la réalité, de crise de panique. Les médecins ont essayé d'ajuster les réglages, mais les voix n'ont pas disparu et sont au contraire devenues de plus en plus sinistres. J'ai eu du mal à le croire, mais des rapports ultérieurs ont indiqué que le sujet numéro 5 s'est abîmé les yeux
pour tenter de se débarrasser du regard de l'autre personne qui, selon lui, regardait dans le vide. De nombreux sujets ont fait des tentatives de suicide ou se sont blottis dans un coin, suppliant qu'on les déconnecte de ses voix. Je me suis assis devant mon ordinateur, abasourdi. À la fin du rapport, on trouve les brèves conclusions suivantes. Les signes de complications sont imprévisibles. Les patients affirment entendre non seulement les pensées d'autrui, mais aussi quelque chose venant de l'au-delà. Y a-t-il probablement une erreur dans l'algorithme? Un protocole d'élimination des sujets doit être établi. Mon cœur a battu la chamade lorsque j'ai compris que la CIA était prête à éliminer les personnes avec lesquelles l'expérience avait échoué. Les documents indiquaient, afin de maintenir le secret, il est nécessaire d'éliminer plusieurs participants du projet. Il est effrayant d'imaginer ce que cela signifie: hospitalisation forcée, effacement de la personnalité ou destruction physique. Mais le pire était encore à venir. L'une des dernières pièces jointes contenait une correspondance interne concernant le manque de volontaires. La première lettre mentionne « Les volontaires ont commencé à craindre les effets secondaires. Le flux de volontaires se tarit. Nous proposons d'impliquer des personnes sans domicile fixe. Personne ne remarquera leur disparition. » J'ai laissé tomber ma tasse en arrivant à la ligne. Les commissariats de partenaires aideront à traiter les sans-abri pour de fausses hospitalisations. La nausée m'a pris à la gorge. Le gouvernement était en train d'enlever des sans-abri pour faire moins de bruit. Il menait des expériences sur eux, puis les exterminait si les choses tournaient mal. Je me suis rendu compte que j'étais en possession d'informations terrifiantes. J'ai été trop stupide et trop naïf pour le signaler. Dès que j'ai essayé de contacter un ami journaliste et que j'ai mentionné CIA et le logiciel de lecture de l'esprit, il m'a répondu « Tu te moques de moi? Tu te ferais tuer pour une chose pareille? Ne t'avise pas de le dire. » Mais mes entrailles brûlaient de l'envie de rendre la chose publique. J'ai pensé aux sans-abri, à la façon dont les gens étaient devenus de la viande dans ce jeu. Pourrais-je simplement oublier? Quelques jours ont passé après la découverte de ces fichiers. J'ai continué à travailler, faisant comme si de rien n'était. Mais à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer autour de moi. D'abord, j'ai eu l'impression d'être observé, d'avoir des inconnus qui se baladaient dans l'ombre. Ensuite, mon téléphone a commencé à se comporter de manière étrange. Il s'éteignait périodiquement. Je perdais la connexion. J'ai compris qu'on se jouait probablement de moi. Après tout, je pouvais être le seul à posséder des copies de documents classifiés. Un soir, j'ai remarqué qu'une voiture noire s'était arrêtée dans mon allée et que 2 hommes en costume en étaient sortis. Ils sont entrés dans la maison. Terrorisé, j'ai couru jusqu'à la porte arrière et j'ai réussi à sortir sans me faire remarquer. Mon cœur battait la chamade. Je me suis dit, c'est la CIA, ils sont venus me chercher. J'ai eu la chance de m'en sortir, mais à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé à la rue, dormant chez des connaissances ici et là. Je me suis rendu compte que je pouvais être déduit de n'importe quel dossier, mais je ne pouvais faire confiance à personne. Lorsque j'ai parlé à un ami des matériaux et de ces hommes en costume, il a été terrifié. « Nous ne nous occupons pas de cela. Ne m'impliquez pas », s'est-il écrié. Je me suis rendu compte que j'étais seul. Seuls les souvenirs de ces malheureux, volontaires et enlevés me poussaient à continuer à me battre. Il fallait que j'ouvre les yeux sur le monde d'une manière ou d'une autre. Mais où aller? La police? Inutile, elle semble être de mèche. La presse? Ils me tabasseraient ou me déclareraient fou. Le réseau? Il y a peut-être une chance, mais qui croirait des captures d'écran non prouvées? Et puis, il y a un autre problème qui se prépare en moi. J'ai commencé à sentir que tout n'allait pas bien pour moi non plus. Parfois, assis dans une pièce vide,
J'avais l'impression d'entendre les échos des pensées de quelqu'un d'autre. Ou bien j'avais l'impression que quelqu'un me lançait une courte phrase dans la tête. « Va-t'en, aide-moi !» Mais je n'avais pas d'implant, n'aidos pas? Peut-être que le stress me rendait folle, mais la paranoïa s'aggravait. La nuit, je rêvais que je devenais un sujet de test comme eux, et qu'il y avait une voix à l'intérieur de mon cerveau qui criait dans le vide. Chaque jour, je réalisais de plus en plus clairement que mon âme, ma conscience, était en jeu. Je dois dénoncer cet acte monstrueux avant qu'il ne soit trop tard. Mais, bon sang, la peur de mourir me paralysait. J'ai rencontré par hasard un homme qui se disait ancien membre d'un projet parallèle. Il était venu me trouver lui-même, ayant apparemment appris mon intérêt pour le sujet. Cet homme aux cheveux gris et hagards m'a raconté comment il avait servi dans un service. Il a demandé à rester anonyme. Il m'a dit que je savais beaucoup de choses, mais que j'avais peur de parler. Je l'ai supplié de me donner des détails. Et il a dit ces mots. Ils ont continué. Ils ont appris non seulement à lire dans les pensées, mais aussi à les contrôler. L'implant n'était que le début. Ils ont découvert que le cerveau pouvait capter des signaux inintelligibles, sans rapport avec les humains. Et c'est là que les choses sont devenues incontrôlables. J'ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il n'a fait qu'esquisser une pâle grimace d'horreur. Ces signaux ne venaient pas d'ici. Certains sujets d'expérience ont entendu des voix venues des ténèbres qui n'appartiennent à aucun humain. C'est comme si quelqu'un de l'extérieur envahissait l'esprit. Un frisson m'a parcouru. J'avais l'impression d'écouter le scénario d'un film d'horreur bon marché, mais le visage de l'homme, débordant d'angoisse, disait qu'il y croyait. Il ajoute « Ces autres voix chuchotent à l'oreille de l'homme. Ces autres voix chuchotent à l'homme, le rendent fou, lui font faire des choses de terribles. Plus tard, elles sont toutes éliminées, couvrant ainsi leurs traces. Et il y a des sans-abri kidnappés. » Je voulais qualifier son histoire de paranoïaque, mais je me suis souvenu des lignes du rapport que j'avais lu. Elles correspondaient étrangement bien. Cette partie de l'histoire m'a vraiment choqué. L'enlèvement de sans-abri pour que personne ne regarde ou ne pose de questions. Il est effrayant de penser que de telles choses se produisent dans un pays qui proclame la liberté et les droits de l'homme. Mais j'ai lu trop de références dans ces rapports. Les fautes de frappe dans les rapports de police ont été confirmées. Des personnes disparaissent des rues, sans laisser de traces, sans qu'aucune enquête ne soit menée. Ma nouvelle connaissance m'a également dit qu'elle avait vu des camionnettes emmener de nuit des personnes non identifiées dans des laboratoires clandestins. On y pratiquait des implantations. Personne n'était consentant, mais qui s'en souciait? Certaines victimes mouraient sur la table d'opération. D'autres se sont rétablies pendant un certain temps, puis ont été rendues de folles par des chuchotements. Il est difficile de savoir si ces chuchotements étaient le fait d'autres entités, ou s'il s'agissait simplement d'hallucinations. Mais le fait est que beaucoup sont morts. Leurs corps ont été mystérieusement détruits. Je ne serais pas surpris qu'ils aient tout brûlé quelque part sur des terrains d'entraînement militaire, a déclaré l'homme avec amertume. Il m'a supplié, si tu veux vivre, ne va pas plus loin, il ne pardonne pas. Mais j'ai senti que je ne pouvais pas quitter cette sinistre vérité. Même si j'étais condamné, je devais essayer. C'est alors que la série noire a commencé. J'ai commencé à être hanté par des rêves dans lesquels je faisais partie d'un rituel, avec des lumières étranges qui brûlaient autour de moi et des voix qui murmuraient « Viens à nous, lis nos pensées ». Je me réveillais de ces cauchemars avec des sueurs froides. Parfois, parmi ces voix, j'entendais des mots prononcés dans ma langue maternelle et parfois j'avais l'impression qu'on me parlait dans un dialecte qui ne m'était pas familier. Involontairement, je me suis souvenu que les rapports indiquaient « voix d'extraterrestres, non identifiables
à une personne réelle. Peut-être étais-je moi-même en train de devenir leur patient. Après tout, je n'avais pas subi d'opération chirurgicale, mais les cauchemars devenaient trop réels. Mon intuition me disait que j'étais au bord du gouffre. Un soir, alors que je réfléchissais à l'endroit où je devais passer la nuit, 2 voyous vêtus de noir m'ont soudain attrapé dans la rue et m'ont entraîné dans une camionnette. Ils m'ont mis de force un sac sur la tête et m'ont attaché les mains. J'ai compris. La CIA avait décidé de régler l'affaire. À l'intérieur de la camionnette, on m'a interrogé en me braquant une arme sur les côtes. Une voix d'homme m'a froidement demandé « Où sont les dossiers? À qui les avez-vous montrés ?» J'ai nié avoir des copies. J'ai nié avoir des copies. On m'a donné plusieurs coups de poing pour me demander des aveux. Au bord de l'hystérie, j'ai expiré. Je n'ai rien, j'ai seulement vu, mais je n'ai rien copié. Quelqu'un derrière moi a dit « On devrait l'envoyer dans une institution, qu'il teste notre conception. » Mon cœur s'est serré. Ils allaient donc faire de moi un sujet de test. J'ai compris que c'était la mort assurée. Ils allaient peut-être insérer cette puce dans mon cerveau et je mourrais comme les autres victimes. Mais le destin en a décidé autrement. Soudain, nous avons entendu le bruit des sirènes de la police et la camionnette a démarré. Je soupçonne que le groupe qui m'a kidnappé n'avait pas le droit de le faire discrètement. Une course-poursuite s'est engagée. Avec un juron menaçant, l'un des voyous a tiré un coup de feu en direction des flics, mais il a été renvoyé. La camionnette a dérapé. Moi, ligoté, j'ai été projeté contre le mur. Le conducteur a probablement été touché par une balle. La voiture s'était retournée et a raclé la chaussée. J'ai eu de la chance d'être en vie après avoir été frappé de la sorte. Lorsque le bruit s'est calmé, je suis sorti de la voiture. Le sac que j'avais sur la tête s'était détaché lorsque j'avais fait un tonneau. L'un des voyous était mort, l'autre gémissait. Une patrouille de policiers se profilait sur le côté. Paniqué, je me suis rendu compte que s'il faisait partie des forces régulières, il n'était peut-être pas au courant de la conspiration et pourrait m'arrêter en tant que gunfighter. Mais mieux vaut la prison qu'un laboratoire clandestin de la CIA. J'ai pris l'air pathétique d'une victime. J'ai levé les mains et j'ai dit « J'ai été kidnappé ». Mais les yeux des policiers étaient incrédules. J'ai fini par être emmené pour être interrogé. Au commissariat, j'ai essayé de raconter les choses de telles qu'elles étaient, mais les officiers m'ont regardé avec méfiance, disant « Une fiction sur les puces dans le cerveau, la CIA, l'enlèvement des sans-abri ». Bientôt, des personnes se sont présentées, comme étant des agents principaux. Ils m'ont emmené dans une pièce séparée. « Ce sont encore les mêmes ?» me suis-je dit. Mais ils ont montré des croûtes de police. J'ai essayé de réexpliquer. La réponse a été retenue. Finalement, l'un d'eux a secoué la tête. Nous vérifierons votre histoire, mais pour l'instant, vous resterez ici sous surveillance. Apparemment, j'ai été mis derrière les barreaux, à la sauce d'une histoire très étrange. La semaine suivante en cellule fut un véritable enfer. J'ai qu'été à peine interrogé, et on m'a dit une seule fois « L'un des agents de la CIA est mort dans un accident. L'autre est silencieux. Vos paroles ne corroborent pas. » J'ai compris que je risquais de rester longtemps en détention sans raison, et les rêves et les voix continuaient à se succéder. La nuit, je tremblais. J'entendais des phrases incohérentes. « Aidez-nous, ils sont venus, ils nous emmènent. » Est-ce que je devenais fou? Ou était-ce un écho de ceux qui avaient déjà été implantés avec la puce? Au bout d'un moment, j'ai été relâché, faute de motif. Peut-être que la police ne voulait pas être impliquée dans des agences fédérales. Je suis sorti dans la rue, perdu et brisé. Même si j'étais à l'extérieur, je me suis rendu compte que j'étais désormais sous le capot. Je sentais au fond de moi que je ne trouverais jamais la paix. Les tentatives de promotion du sujet auprès des journalistes que je connaissais n'ont pas porté leurs fruits. Certains ne voulaient pas s'y risquer, d'autres me prenaient d'or pour un fou.
j'ai commencé à remarquer que de courts articles paraissaient dans les journaux. Les disparitions de sans-abri sont de plus en plus fréquentes dans les mégapoles, mais les autorités mettaient tout cela sur le compte d'un simple déménagement vers d'autres régions ou d'une prise en charge dans des centres d'hébergement. Pour moi, c'était clair. Tout cela n'était que la continuation de la même histoire, où la CIA et ses collaborateurs menaient des expériences illégales. Pendant ce temps, les voix dans ma tête s'intensifiaient. Oui, je ne suis pas opéré, je ne suis pas un sujet d'expérience. Mais pourquoi, lorsque je vais me coucher, je commence à sentir des chuchotements? On ne peut s'empêcher de penser à un facteur paranormal. Peut-être ai-je capté ce phénomène en lisant des dossiers et des collisions? Le sceptique qui sommeille en moi s'écrie que c'est absurde, mais la sensation des pensées d'autrui ne m'a jamais quitté. Parfois, il s'agissait de cris de douleur, parfois de phrases incohérentes dans un dialecte incompréhensible. Une nuit, à moitié éveillé, j'ai vu dans mon esprit l'image d'une pièce où plusieurs personnes mutilées étaient allongées sur des lits, reliés à des machines, et où des médecins en blouse blanche leur injectaient des drogues. À travers le voile, je pouvais entendre des grognements, comme si des voix venues des ténèbres avaient pénétré dans l'esprit de ces pauvres gens. Je me suis réveillé en criant. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un épisode réel, peut-être quelque chose qui se passait en ce moment même dans un laboratoire secret. C'était comme si j'étais devenu une antenne, captant l'angoisse des autres. Le lendemain matin, je me suis rendu dans un bâtiment abandonné, où les sans-abri logent souvent, bien décidé à vérifier mon intuition. Bien sûr, cela semble ridicule, mais peut-être trouverai-je des gens qui avaient été victimes d'enlèvement. J'ai trouvé un groupe, il n'est pas très bavard, mais un vieil homme m'a avoué que des tomes au lithium gris étaient venus récemment, offrant le gîte et l'argent, emmenant 3 hommes, mais qu'ils n'étaient bien pas revenus. Le vieil homme tremble à l'évocation de cette équate histoire. J'ai eu peur, j'ai refusé, je me suis enfui, et maintenant je ne sais plus. Je n'avais aucun doute sur le fait que ces hommes gris étaient l'alguite liés au programme. Il ne restait plus que l'horreur. Les enlèvements de sans-abri se poursuivent. Au fil du temps, j'ai continué à essayer de trouver des canaux pour divulguer les documents. Mais partout où j'allais, je me heurtais à des blocages. Et les voix dans ma tête sont devenues de plus fortes, plus angoissantes, comme si je pouvais entendre le gémissement collectif de ceux qui ont souffert sous la tutelle de la CIA. Leur mission de lecture de l'esprit s'est révélée être une porte d'entrée dans les profondeurs de la conscience où s'infiltrent, qui sait, des entités d'une autre couche de la réalité. J'ai commencé à douter de la réalité de mes sensations. Peut-être que je devenais fou et que tout le reste n'était que le fruit d'une paranoïa. C'est alors qu'une de mes connaissances, Lewis, à qui j'avais montré certains des dossiers secrets, a soudainement disparu, sans que personne ne le voie. Il était évident qu'il s'agissait d'un système sanglant. Bientôt, j'ai trouvé une note dans le tiroir de mon logement secret. « Tu es trop le prochain sur la liste, ne t'en mêle pas, tu le regretteras. » J'ai compris que c'était réel et que je serais tué si je n'arrêtais pas. Mais que faire? Désespéré, je me suis souvenu d'un homme qui avait autrefois travaillé dans les structures des organisations de défense des droits de l'homme. Il s'appelait Mark et était lui-même un vétéran des opérations spéciales. Je suis allé le voir et lui ai dit que j'avais des informations sur les enlèvements de sans-abri et les expériences non autorisées de la CIA. Il a accepté de m'écouter. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans un restaurant abandonné, je lui ai exposé l'essentiel du sujet en mentionnant le fait que j'entendais des voix. Mark a d'abord écouté avec scepticisme, mais les faits concernant les enlèvements l'ont enthousiasmé. Il m'a dit « Si c'est vrai, il faut agir. J'ai quelques personnes qui peuvent faire du bruit. » J'ai ressenti une lueur d'espoir.
mais je me suis alors souvenu que toutes mes tentatives de précédentes avaient échoué. Nous nous sommes peut-être mis d'accord pour préparer les documents, en cacher des copies à plusieurs endroits et les diffuser simultanément sur le net, sur de nombreux sites. Marc m'a dit qu'un de ses amis qui savait comment pirater les systèmes de publication anonymes s'en chargerait. J'ai acquiescé en silence, tout en sachant que je ne pouvais faire confiance à personne dans une telle situation. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Au cours du processus, nous avons découvert que l'un des sujets se cachait dans la campagne. Il s'est échappé du laboratoire, manifestement à moitié fou, mais vivant. Si nous pouvions le retrouver, nous pourrions l'interroger, photographier l'implant dans sa tête. Cela pourrait être une preuve cruciale. J'ai accepté d'accompagner Marc, mais nous avons été surpris sur la route. Dès que nous sommes de sortie de la ville, une voiture noire s'est mise à nous suivre. J'ai eu une impression de déjà-vu. Marc a essayé de s'éloigner. Il y a eu une course-poursuite. Des coups de feu ont été tirés. La voiture a dérapé. Manifestement, il n'avait aucun doute sur notre dangerosité. Finalement, nous sommes de ligne tombés dans une embuscade. Nous avons dû partir à pied et nous cacher dans une zone boisée. Je me suis rendu compte que le cobaye qui s'était échappé avait probablement déjà été détruit ou capturé. Notre dernier espoir s'est évanoui. J'étais désormais reclus. Je ne retournais en ville que pour me nourrir. Je dormais pratiquement dans la cave d'un bâtiment abandonné, entendant sans cesse des bruits et des voix étranges. Les reconnaissais-je vraiment? Parfois j'entendais appeler mon nom, parfois j'entendais les pensées douloureuses d'autres personnes. Plusieurs fois, je suis sorti et j'ai vu des silhouettes qui me suivaient au loin. Je ne pouvais pas dire avec certitude s'il s'agissait d'êtres humains ou d'une hallucination. L'idée que la CIA lisait dans mes pensées devenait de plus en plus envahissante. Après tout, s'ils avaient augmenté la technologie, pouvaient-ils déjà envahir mon cerveau sans implant? Ou bien les autres entités avaient-ils pris contact? J'étais dans tous mes états, et aussi tourmenté par les souvenirs de sans-abri morts, de volontaires de brisés qui sont morts, de l'horreur dans leur propre tête. Je me sentais complice, car je ne pouvais rien faire pour les aider.